C'est un mot de remerciement, honorable président, honorables membres du bureau, chers collègues. Au travers de ces trois réquisitoires adressés au Sénat, le procureur de la Cour constitutionnelle a sollicité la levée des immunités parlementaires afin d'entamer des poursuites judiciaires en lien avec les accusations formulées par l'Inspection générale des finances dans son rapport d'enquête sur le projet de parc agro-industriel de Boukangalonzo. Après l'examen et vote, la plénière dit de ne pas lever mes immunités. En tant que partisan de la bonne gouvernance, j'accepte cette décision qui rend hommage à la vérité des faits. J'appréhende les résultats de ce vote comme une volonté de vouloir voir la vérité triompher sur ces dossiers. Je remercie particulièrement son disposition utile prise en faveur d'une gestion transparente de ces dossiers. Car, dit-on, la bonne gouvernance est synonyme de transparence, de responsabilité et de respect du droit. Je remercie par ailleurs tous les membres de la commission spéciale mise en place pour examiner de plus près les différentes facettes que révèlent les dossiers en cause. En dépit des faits divers véhiculés par les médias et les réseaux sociaux, il était crucial de créer un espace plus responsable à l'effet d'analyser en toute transparence la vérité des faits sur le projet du parc agro-industriel de Boukangalonzo. Même si les conclusions de cette commission n'ont pas été conformes à la vérité des faits, la plénière a été en mesure de décider en toute indépendance et de répondre avec sagesse et justice à la demande de la majorité silencieuse. Je remercie en outre tous les honorables sénateurs ici présents, celles et ceux qui ont véritablement cru à mon innocence, mais aussi celles et ceux qui en doutent ou qui la remettent en cause, ceux qui ont voté pour les poursuites judiciaires et ceux qui ont voté contre, je vous dis également merci parce que c'est la démocratie. Honorable président du Sénat, honorables membres du bureau, honorables sénatrices et sénateurs, il faut reconnaître qu'en démocratie, c'est un droit pour les sénateurs et les sénatrices de dire non à la levée des immunités ou aux poursuites judiciaires telles que demandées par le procureur général. C'est de votre droit. C'est notamment pour préserver et soutenir la vérité. Il est crucial de le souligner, surtout lorsque les médias sociaux, les réseaux sociaux sont instrumentalisés dans l'objectif de travestir la vérité et tromper l'opinion, voire désorienter les débats de ces dossiers au Sénat. Quelle que soit la nature des pressions exercées sur eux et des menaces subies, notamment par des lettres reçues de certains ONG politiquement alignés, les sénateurs sont restés sereins et imperturbables. Ils ont voté pour la vérité, la justice et la patrie. Félicitations au Sénat, félicitations à son président, félicitations aux sénateurs. Enfin, je tiens à remercier la population congolaise et tous les citoyens du monde qui m'ont soutenu dans cette dure épreuve. Ces remerciements s'adressent particulièrement à mon épouse et à mes 4 enfants qui étaient avec moi et qui ont cru au triomphe de la vérité. C'est aussi ici l'occasion pour moi d'affirmer une fois de plus que je n'ai jamais pris ni directement ni indirectement, ne serait-ce $1 de ce projet. Au regard de mon éthique de travail et de mes convictions les plus profondes, je ne pourrais en aucun cas me livrer à de telles pratiques. Ce serait décevoir toute une opinion congolaise, africaine ou du monde qui croit encore que les Africains sont capables de gérer la chose publique selon les exigences strictes de la bonne gouvernance sous toutes ses formes. Honorable président du Sénat, honorables membres du bureau, honorables sénatrices et sénateurs, en son temps ministre des Finances, puis Premier ministre, nous avons mis en œuvre des réformes vigoureuses et risquées pour relancer la croissance économique dans ce pays.
Nous avons suivi le chemin de leadership et de qualité et les sentiers de la bonne gouvernance. Et les résultats macroéconomiques de ces réformes ont été exceptionnels et continuent encore à être une référence jusqu'aujourd'hui. Mais, ne dit-on pas que les réformes mangent les réformateurs? Ne dit-on pas que le chemin de leadership de qualité est perdu et rocailleux? Ne dit-on pas que les sentiers de la bonne gouvernance est étroit? Au fond de moi-même, j'ai toujours pertinemment su que lorsqu'on lève l'option de s'inscrire dans la direction que j'ai décidé de prendre en arrivant au ministère des Finances, rencontrer ce type de situation que je rencontre aujourd'hui paraît normal et surtout inévitable. Nonobstant ces risques, nous avons l'obligation intergénérationnelle de promouvoir un leadership et une gouvernance de qualité, car ces binômes constituent le seul chemin obligé pour espérer un jour avoir une RDC développée. Honorable Président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénatrices et sénateurs, en dépit de sa pertinence et des efforts entrepris pour son financement, le parc agro-industriel de Bukangalonzo a fait l'objet d'une campagne systématique de désinformation et de sabotage. En réalité, Bukangalonzo est un projet stratégique et indispensable étant donné les déficits alimentaires de ce pays. Pour votre gouvernement, les pays dépensent chaque année en moyenne près de 2 milliards de dollars américains pour importer des produits alimentaires de base. Ce chiffre va certainement augmenter avec la croissance démographique galopante, surtout dans la ville de Kinshasa. C'est une menace grave sur la sécurité alimentaire de ce pays, un poids insupportable sur la balance des paiements. Honorable Président du Sénat, honorable membre du bureau, honorables sénatrices et sénateurs, un projet de grande ampleur, tel que le parc agro-industriel de Bukangalonzo. C'est le dernier paragraphe. Voilà. C'est le dernier paragraphe. Monsieur le Président, honorable Président, les autres. Le projet de voilà, je conclue. Un projet de grande ampleur, tel que le parc agro-industriel de Bukangalonzo, requiert beaucoup d'efforts et de moyens financiers. Patrice Emery Lumumba ne disait-il pas que le Congo est grand et qu'il exige de la grandeur? Si vous voulez faire quelque chose de grand, il faut de la grandeur dans la conception, l'action et les moyens mis en œuvre pour y parvenir. Sinon, vous ne serez jamais grand. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse le Sénat. Je vous remercie. Bon, à présent, merci beaucoup, chers collègues. Les scrutateurs, nous les remercions sous vos applaudissements et nous leur demandons de regagner leur place. Merci pour l'assiduité. Chers collègues, je vous donne une information. Il y a une discussion qui s'est engagée sur la clôture ou non de la session de mars aujourd'hui. Nous avons eu une première rencontre avec le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour constitutionnelle et le procureur général près cette Cour, pour savoir exactement, au vu de la troisième vague de Covid-19, si l'on devrait continuer à garder les députés et les sénateurs conformément à l'article 144 de notre Constitution, qui dispose qu'en cas d'état de siège ou d'urgence, le Parlement doit continuer à travailler s'il est en session ordinaire et s'il est en vacances, il est convoqué en session extraordinaire. En fait, les parlementaires restent pour légiférer tous les 15 jours. Or, le gouvernement
nous a adressé une demande de loi d'habilitation. Cette loi d'habilitation a été massivement votée par le Sénat en première lecture et nous l'avons envoyée à l'Assemblée nationale. La loi d'habilitation permet au gouvernement, ou tout au mieux au président de la République, de prendre des ordonnances lois délibérées en Conseil des ministres tous les 15 jours au lieu de garder le Parlement en permanence ici. Mais il se fait que, au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont une autre lecture. Pour eux, ils disent qu'il faut respecter scrupuleusement l'article 144. Dans les échanges, nous avons démontré que la Constitution, il faut la respecter du 1er au 229e article. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'article 129 qui donne soit à l'Assemblée, soit au Sénat, la possibilité d'autoriser le gouvernement de légiférer par des ordonnances lois, quitte à ce que lors de la reprise de la prochaine session ordinaire, le Parlement puisse ratifier les ordonnances lois qui auraient été prises. C'était notre compréhension, c'est pour cette raison que nous avons inscrit à l'ordre du jour aujourd'hui la clôture de la session ordinaire de mars pour vous permettre d'aller en vacances et nous éviter la promiscuité en ce moment de troisième vague de Covid. La Covid-19 vient donc comme un cas de force majeure. Mais le bureau de l'Assemblée nationale a sollicité que nous puissions avoir une séance de travail avec notre bureau sur cette question pour que les deux chambres puissent prendre une position identique. Voilà pourquoi je voudrais vous dire qu'à ce stade, je ne sais pas clôturer la session ordinaire de mars, mais nous pouvons toujours la clôturer à tout moment. Nous pouvons la clôturer à tout moment. Lorsque nous étions en plein vote, les membres du bureau de l'Assemblée nationale sont montés nous voir au Sénat et ils ont attendu plus d'une heure dans mon bureau et ils ont dû partir parce que le processus de vote a pris beaucoup de temps. C'est pour cette raison que je voudrais une fois de plus vous dire que je vais suspendre cette séance et demain ou après-demain, nous aurons déjà eu une concertation et on pourra la clôturer à tout moment quand nous allons le souhaiter.